Tuer un homme, c'est quelque chose. Écoute, pourrieux. Je vais te défoncer la gueule, vu que si c'était autre chose, tu serais trop content. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Reste dans ton coin et apprends à pisser le sang avant d'en baver à mort. Et rendez-moi votre étoile. Tu peux rêver, couille molle. Foutez le camp de chez moi. Tenez, ça va vous faire un suppositoire à cette branche. On a tous un jour ce qu'on mérite. Arrête de me foutre ton barreau de chaise de contrebande sous le nez avant que je t'en fasse un suppositoire que t'allumeras par les naseaux. Qu'est-ce que vous osez dire? J'ai dit, collez-vous l'étoile dans le cul. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale Clint Eastwood. Voilà une rétrospective Clint Eastwood où nous allons revenir sur toute la carrière du cinéaste. Mais attention, on va surtout se concentrer sur Clint Eastwood, le réalisateur, et pas forcément Clint Eastwood, l'acteur, parce que bon, il a déjà tourné, enfin il a déjà réalisé énormément de films, donc on va surtout se concentrer sur sa carrière de réalisateur. Même si évidemment on va parler de lui en tant qu'acteur parce qu'il a joué dans la plupart des films qu'il a réalisés. Mais donc ça fera déjà beaucoup de films à aborder puisqu'il a réalisé 42 longs métrages. Et donc pour en parler avec moi, je suis avec mon cousin Tom. Voilà. Bonjour tout le monde. Et oui. Merci de m'avoir invité pour cette vidéo Clint Eastwood. J'étais un peu obligé de t'inviter, j'ai envie de dire, puisque c'est gentil. Il faut quand même le préciser. Clint Eastwood, c'est un de tes réalisateurs préférés, on est d'accord? Oui, bah, je le classe dans le top 5 des réals que j'aime le plus au monde. Voilà. Que ce soit en tant qu'acteur, en tant que réalisateur, il n'y a aucun problème là-dessus. Ouais. Voilà, et puis on rappelle que ta chaîne YouTube Dirty Tommy y fait forcément référence, hein, Dirty Tommy. Égale Dirty Harry. Voilà, donc j'étais totalement obligé de faire cette rétrospective Clint Eastwood avec toi. Et donc, comme il y a énormément de films à traiter, on va donc faire cette rétrospective en 3 parties. Voilà, on va découper ça en 3 parties. Première partie, on va aller de 1971 à 1985, c'est-à-dire de Frisson de la nuit jusqu'à Pell Rider. Et après, deuxième partie, troisième partie, on continuera sur la carrière du réalisateur. Mais avant de tout de suite démarrer sur le premier film qu'il a réalisé en 71, on va déjà un petit peu parler on va déjà évoquer les débuts de Clint Eastwood, d'où il vient, qui est Clint Eastwood finalement. Il est né en 1930, voilà, déjà on peut commencer par ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Comment il en est arrivé à devenir une star, à devenir un acteur et ensuite un réalisateur? Il va faire beaucoup de petits boulots quand il est jeune. Il va être gardien, il va travailler dans des piscines, il va être, maître nageur, enfin il va faire plein de trucs comme ça. Il cultive bien son corps et tout, c'est quand même quelqu'un de très de bien bâti, de beau gosse, etc. Et puis à un moment donné, il va arriver à vouloir tourner dans des petits films et il va démarrer notamment dans des petites productions Tarantula, je crois. Et puis après, ça va l'amener à être sur une série qui va être connue qui s'appelle Rawhide, série où il joue un cow-boy, donc série en noir et blanc dans les années 50. Et donc voilà, et après de fil en aiguille ça va l'amener chez Sergio Leone, etc. Alors en fait apparemment quand il était jeune, donc déjà il a fait son service militaire et c'est sur cette base militaire qu'il s'est fait remarquer par une production de série télé, mais c'était une autre série que Rawhide, je crois, juste avant. Et en fait il s'est fait remarquer par son physique parce qu'il faisait 1m95, il était quand même sacrément beau gosse avec beaucoup de charisme, mais c'était pas forcément un très grand acteur, enfin c'était pas quelqu'un qui était hyper reconnu pour ses talents d'acteur, d'acting dramatique, etc. Mais surtout par son physique, et donc c'est vraiment grâce à son physique qu'il s'est fait remarquer et qu'il a pu démarrer dans des séries télé, comme tu dis, dans les années 50, jusqu'à l'amener à Rawhide. Et alors d'ailleurs, pour la petite anecdote, donc il a été instructeur militaire. Rôle qu'il va retrouver exactement qu'il va retrouver dans le maître de guerre. Tout ça lui en fait c'est ce qu'il dit. Il dit que le fait d'être une sorte d'instructeur militaire, ça lui a aussi permis de mieux appréhender son rôle de réalisateur et de comment driver une équipe, etc., comme un peloton, et donc vraiment tout cet aspect militaire. Non mais c'est vrai, parce que quelque part quand on tourne un film, eh bien ça se passe comme ça, quoi. Voilà, il y a un chef, il y a des sous-lieutenants, etc. C'est très hiérarchisé sur un tournage d'un film, et donc ça lui a appris déjà ça, quoi. Il est engagé sur la série Rawhide, sur laquelle il tourne pendant 5 ou 7 ans, un truc comme ça, et effectivement c'est grâce à cette série qu'il se fait remarquer par
Sergio Leone pour le premier western de la trilogie du dollar. Là, il devient une star internationale en interprétant ce rôle absolument iconique, emblématique, tout ce que tu veux. Et donc il enchaîne après, voilà, jusqu'au Bon, la Brute et le Truand. Et là, il devient, il devient véritablement un acteur bankable. Et d'ailleurs, il demande à Sergio Leone de réaliser un autre western après le Bon, la Brute et le Truand, mais Sergio Leone refuse, ça lui dit rien. Et donc, il fait le film Pendez-les haut et court avec Ted Post, qui est un réalisateur avec qui il travaillera par la suite. Sur Magnum Force. Sur Magnum Force, oui, le deuxième inspecteur Harry, absolument. Et après, il va aussi rencontrer Don Siegel, un autre mentor très important pour lui. Don Siegel avec qui il va faire Les Proies. Et Sierra Torrid, il me semble. Et le premier Dirty Harry. Et le premier Dirty Harry, évidemment. Et donc voilà, on arrive tranquillement au début des années 70. Clint Eastwood, on va dire, il a déjà 15 ans de métier derrière lui, hein, donc il a une sacrée expérience, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on aurait pu se dire, mais comment ce mec a pu avoir l'outrecuidance de se mettre derrière la caméra, de réaliser des films, lui qui finalement, enfin je veux dire, il y a ça aussi dont je voulais parler aussi avec toi, c'est un petit peu l'aspect, comment te dire, le Clint Eastwood, l'acteur qui n'a jamais vraiment été reconnu comme un grand acteur, et même à l'époque, on disait que c'était surtout une belle gueule, un charisme, et que quelque part, il avait pas forcément des talents d'acteur dramatique ultra poussés, enfin il n'était pas reconnu comme ça, quoi. Est-ce que tu es d'accord ? Je suis même totalement d'accord, et pourtant je suis fan de Clint Eastwood de façon un peu démesurée, et pourtant moi j'ai toujours reconnu le fait que ça n'a jamais été un acteur de composition, ça n'a jamais été un acteur, ça a toujours été plus ou moins Clint Eastwood un acteur d'un rôle pour moi. Ça n'enlève pas le fait qu'il est archi charismatique, ça n'enlève pas le fait que quand on le voit à l'écran on voit que lui, mais ce n'est pas un acteur de la trempe de Robert De Niro, d'Al Pacino, non. C'est un acteur qui va toujours jouer sur son physique et sur son charisme et sur une idée bien précise de rôle, si tu veux, dans le sens où c'est souvent des rôles de dur, c'est souvent, alors exception, et on va y venir bien sûr, parce qu'il n'y a pas que ça non plus dans sa carrière, mais des rôles de flic, des rôles de mec un peu soiréaque, un peu conservateur, et il va jouer sur cette image-là en tant qu'acteur. Lui, son but, c'est pas vraiment, son plan de carrière, je pense à Eastwood, c'est pas de montrer qu'il sait super bien jouer, mais c'est de prouver, je pense surtout que c'est un bon réalisateur. C'est ce qui va être un peu le paradoxe en fait avec lui, c'est-à-dire que les gens vont beaucoup l'assimiler à un acteur, alors que je pense que lui, il est à la recherche d'une quête d'être un grand réal, enfin d'être reconnu en fait en tant que pas auteur mais réalisateur en tout cas. Et alors tu disais voilà, il a toujours un peu tourné autour du même rôle. Est-ce qu'on peut dire que finalement il a un peu toujours joué le rôle du connard héroïque finalement ? Est-ce que c'est un petit peu ça sur le rôle de Clint Eastwood ? Oui, il y a complètement ce côté-là qui est assumé chez lui, quoi. Le connard héroïque, mais en même temps qui n'était pas vu tant que ça, qui était vu comme un connard, oui, mais pas forcément héroïque, à l'époque, dans les années 70 quand il a démarré, notamment avec Dirty Harry, qui était très 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 mal vu, et qui continue encore quand même être un petit peu mal vu, Dirty Harry quand même, qui passe toujours pour un espèce de gros réac facho, mais le truc c'est que, oui, il y a toujours cette contradiction, c'est-à-dire arriver à rendre un peu sympathique un personnage de flic sans pitié, tu vois ce que je veux dire, ouais. de mec, de cow-boy. Un personnage un peu border. Un peu borderline, un personnage de cow-boy qui va violer des femmes comme ça sans vergogne et on s'en fout. C'est un peu ça, les personnages de Clint Eastwood dans les années 70. Mais c'est ce qui va lui valoir aussi beaucoup de critiques. Alors voilà, on est donc au début des années 70, on est en 1971 et donc Clint Eastwood s'apprête à réaliser son premier long métrage qui est Un frisson dans la nuit. Voilà, alors c'est assez étrange finalement ce premier film parce que ça s'éloigne énormément de tout ce qu'il a fait avant et de cette image de cow-boy ultra macho et tout, puisque là finalement c'est un homme qui se fait harceler par une femme, qui se fait manipuler, qui se fait... Enfin voilà, et donc c'est assez déroutant. C'est non seulement déroutant, mais c'est en fait, j'ai envie de te dire, toute l'incompréhension en fait du mythe Eastwood qui va se dessiner en 71 avec Un frisson dans la nuit. C'est-à-dire qu'en gros, toute l'incompréhension va se faire là, c'est-à-dire qu'on va ne voir en lui
qu'un héros macho, machiste, dur envers les femmes, etc. Alors qu'il va prouver, en fait, à plusieurs reprises de sa carrière, en commençant par ça, qu'en fait, c'est un homme qui est dominé par les femmes, et ça ira même quelque part jusque dans sa vie privée, puisque je fais juste un petit bond dans le temps très rapide. Au moment de son divorce avec Sandra Locke, donc actrice qui va jouer dans beaucoup de ses films, qui va épouser et tout ça, au moment de son divorce, elle va tenter de le plumer un maximum au moment du divorce et tout, et lui il va un peu subir la situation, quoi. Donc c'est pas tant le mec dominant que qu'on veut bien voilà, qu'on voulait bien dépeindre. C'était pas vraiment ça, en fait, et on le voit dans Un frisson dans la nuit. Frisson dans la nuit, c'est un mec dominé par une tarée, un peu comme on a pu le voir avec Michael Douglas et Glenn Close dans Liaison fatale, quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est toujours ce qu'on a dit, quoi. C'est qu'un frisson dans la nuit, ça a dû inspirer Liaison fatale, hein, puisque c'est plus ou moins la même trame, la même histoire. Voilà, un homme qui veut avoir une aventure avec une femme, mais de façon légère et tout, et puis en fait il tombe sur une cinglée qui ne veut pas le lâcher, qui veut le harceler jusqu'à mettre chambouler toute sa vie, quoi. Et donc pour la petite anecdote, c'est Steve McQueen qui devait jouer le rôle de Clint Eastwood, mais il a refusé parce qu'il estimait que le rôle féminin était trop important. Ah bah voilà. Comme quoi c'est pas finalement Clint Eastwood le macho. Eh ben non, il y a Steve McQueen aussi, il était finalement. Et ben voilà. Et donc ça c'est vraiment un petit film. Alors en termes de mise en scène, sur ce premier long métrage, y a rien de véritablement notable, il y a rien de et de toute façon quelque part, si on devait vite fait comme ça tout de suite aborder un peu la mise en scène de Clint Eastwood de manière générale, de toute façon c'est un réalisateur qui a jamais voulu faire une réalisation ultra stylisée, très ostentatoire, très tu vois ce que je veux dire, c'est un cinéaste qui puise ses influences dans le classicisme hollywoodien, qui est très classique dans sa mise en scène, parce que quelque part je pense que c'est quelqu'un qui veut vraiment aller chercher la vérité, vraiment chercher l'authenticité, et il veut pas faire d'esbrouf en fait en termes de mise en scène. C'est pour ça que on peut pas vraiment parler d'un univers Clint Eastwood dans sa réal. Enfin, on va dire que l'univers de Clint Eastwood, c'est l'Amérique profonde, c'est l'Americana, c'est vraiment un regard très authentique et humaniste sur une Amérique, quoi. Ouais, c'est ça, et je pense que tout au long de sa carrière, il va se contenter de ça. C'est-à-dire que lui, le but, c'est pas qu'on reconnaisse en fait un film de Clint Eastwood, si tu veux, visuellement parlant. Comme d'autres cinéastes, on les reconnaît dès que tu vois 2, 3, 4 plans additionnés. Tu dis, lui, c'est un film de lui, là, c'est un film de lui. Lui, c'est plus difficile à détecter. Parce qu'en vérité, il y a pas, comme tu disais, il n'y a pas véritablement d'empreinte, de patte Clint Eastwood, mais c'est surtout la façon, effectivement, dont il va cerner ces personnages de l'Amérique profonde. C'est surtout ça qui va l'intéresser. Ce qui va l'intéresser, lui, en fait, Clint Eastwood, même si il va quand même beaucoup tourner à San Francisco, parce qu'il s'est installé là-bas, Carmel, il a été maire de Carmel, il va beaucoup tourner beaucoup de films là-bas, Dirty Harry, c'est là-bas, c'est San Francisco et tout. Il est très intéressé, Clint Eastwood, sauf pour Play Misty for Me, pour Un frisson dans la nuit, il est intéressé par l'Amérique du milieu, Clint. Voilà, il y a juste San Francisco qui va beaucoup sublimer, quoi, où il va beaucoup tourner. Enfin, toute la côte ouest, en fait, des États-Unis, qui va, c'est son fief, quoi. Mais effectivement, il va pas que tourner là-bas, il va pas que faire des films là-bas, il va vraiment s'intéresser à la ruralité et tout. Et juste complète par rapport au bord politique, quand on dit il est républicain. Alors oui, il a toujours été républicain, mais je crois sincèrement qu'il a toujours été républicain par tradition. C'est-à-dire que ses parents étaient républicains, etc. Il y avait une grande tradition comme ça républicaine, et lui a suivi en fait ça sans déroger à la règle des républicains, et il a toujours été de ce bord-là. Mais aussi, il y a encore une contradiction là-dessus, c'est que ces films, surtout un peu plus tard, ont été plus vus comme des films de gauche, entre guillemets, là-bas aux États-Unis. C'est vrai, c'est ça qui est fascinant avec ce mec, c'est que quelque part, tu peux pas le mettre dans une case. Il a toujours eu une image un peu ambiguë, quoi. Tu vois, il a tous ces... c'est un être humain complexe, quoi. Voilà, j'ai envie de dire. Et donc Un frisson dans la nuit, non, alors ce qu'il y a de plus extraordinaire, à mon sens, dans ce film, c'est l'actrice. C'est quand même la comédienne. Elle est incroyable. Elle est juste
flippante à souhait, c'est juste incroyable. Et donc il la met en scène admirablement bien. Voilà. Je me demande si elle n'a pas été d'ailleurs nominée. Si, je crois qu'elle a été nominée au Golden Globe comme meilleure actrice. En tout cas, elle ne l'a pas eu. Et donc c'est un film qui a coûté $700 000, donc vraiment un tout petit budget. Bon, c'est normal, c'est son premier film. Il fallait voir de ce dont il était capable. Mais le film a rapporté $5,5 millions, donc c'est plutôt un succès. Un succès qui le conforte dans l'idée de continuer à faire des films, et c'est pour ça que... Alors, oui. Ouais, donc c'est encourageant parce qu'en fait c'est le premier film qui tourne avec Universal, parce que c'est pas encore un film Warner, parce que si les cinéphiles le savent, Eastwood il est associé à Warner, mais le truc c'est qu'au départ il tourne pour Universal, donc ceux qui lui donnent la chance de tourner un film en tant que réal, c'est pas Warner, c'est Universal. Et le truc c'est qu'on voit bien que dans Un frisson dans la nuit, il y a une volonté de se rapprocher, si tu veux, un peu d'un thriller un peu Hitchcockien. Ça c'est intéressant parce qu'il va pas y aller souvent là-dedans. Clint Eastwood, il va pas aller souvent dans le truc je veux faire du Hitchcock, je veux reproduire, c'est pas forcément un maître pour lui, mais en tout cas ce qui est marrant, ce qui est assez notable, c'est que dans Un frisson dans la nuit on ressent ça vraiment. Au moment où lui, Hitchcock, il est plus dans la phase, on va dire, un petit peu plus descendante de sa carrière, lui, hop, il va essayer de faire aller un petit peu comme le maître Hitchcock, quoi. Ça fonctionne du tonnerre, même si des fois il s'égare un petit peu, Clint, dans son film, en se baladant du côté du festival de jazz à Monterey, parce que bon, c'est un énorme fan de jazz, comme on va pouvoir le voir par la suite, et donc tu sens qu'il veut se faire plaisir, et il y a quand même une séquence de 10-15 minutes où on voit un concert de jazz, et ça n'a rien à foutre là, mais bon, je veux dire, ça ralentit un peu l'intrigue, mais bon, ça va, ça passe, parce que tout le reste est tellement génial, t'es tellement en tension pendant tout le film. Le côté un peu hippie des choses, quoi. C'est-à-dire genre, voilà, c'est cette période, on est capable dans un film à suspense de te mettre 10-15 minutes d'un concert de jazz. Voilà. Bon, le truc un peu invraisemblable. Et il faut juste rappeler, avant de terminer là-dessus, qu'il y a Don Siegel, qui joue un tout petit rôle, qui fait une petite apparition en tant que barman dans une des scènes. Voilà, Don Siegel, qui est quand même un espèce de mentor aussi un petit peu, disons-le, avec Sergio Leone également, mais est quand même important. Sergio Leone, et la transition est toute trouvée parce que son film suivant, qui sort en 1973, c'est L'Homme des Hautes Plaines, son premier western. Et là, premier western, première tuerie, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est l'un de ses meilleurs westerns, avec Impitoyable. Et donc, L'Homme des Hautes Plaines, eh bien là, on sent clairement l'influence de Sergio Leone. Totalement. Là, pour le coup, je dirais même que c'est l'un de ses films le plus pas stylisé, mais où il joue vraiment plus sur un travail esthétique de la mise en scène. Ah si, il y a un effort de mise en scène colossal par rapport à Un frisson dans la nuit. Ah oui, c'est clair. Mais après, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas le genre western qui impose naturellement d'avoir une esthétique très marquée, d'avoir ça aussi, quoi, tu vois. C'est vrai, le genre western, tout de suite, t'as envie de faire des cadrages, voilà, pour magnifier les grands espaces de l'Ouest. T'as envie de... Voilà, il y a presque une mise en scène très stylisée qui s'impose, quoi. Automatique, quoi. Non, mais voilà. Mais bon, on sent quand même plus l'influence de Sergio Leone qu'un John Ford, par exemple, ou un Howard Hawks. Dans L'Homme des Hautes Plaines. Ah oui, parce que ça va aller même jusqu'à un côté homme sans nom bien revendiqué, quoi. Ah bah complètement. Avec quasiment la même dégaine. Il reprend vraiment tous les codes léoniens, quoi. Dans L'Homme des Hautes Plaines, c'est super assumé. Comme ça, quoi. Ouais. Même jusque dans la musique, même si elle n'est pas composée par Ennio Morricone, je trouve que la musique, elle a un petit côté expérimental à la Ennio Morricone, et tu sens qu'il a voulu prouver que il pouvait presque égaler le maître, tu vois. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, dans le film, il y a un plan, dans le film, en fait, il y a à un moment donné un plan sur un cimetière, et il y a 2 tombes, mais ça, on le voit pas dans le film. C'est ce que j'ai lu un petit peu partout, mais sauf qu'on le voit pas dans le film. Alors peut-être que c'est hors champ ou caché derrière, mais en tout cas, il y a 2 tombes sur lesquelles étaient inscrits Don Siegel et Sergio Leone. Une façon symbolique d'enterrer ses mentors et dire voilà, je prends la relève, je prends le relais, et à moi de jouer maintenant. Exactement, c'est ça, c'est toute la symbolique qui est, quoi. C'est tout en faisant un espèce de clin d'œil référentiel, à 2 personnes qui l'ont beaucoup inspiré, qui l'ont aidé, qui l'ont propulsé, bien sûr. Suite à ce film-là, Clint Eastwood a voulu proposer à John Wayne de faire des westerns avec lui. Il a refusé parce qu'il estimait que ces westerns étaient trop violents, trop révisionnistes. Est-ce que tu es d'accord ?
Est-ce que tu trouves que John Wayne qui trouvait que les westerns de Eastwood étaient trop révisionnistes? Moi, je pense surtout que John Wayne, il devait trouver au-delà du. Je pense qu'il devait trouver que c'était totalement en décalage avec ce qu'il faisait lui, quoi, auparavant. T'avais le western classique, John Ford, etc., avec John Wayne. Après, si tu veux, le côté Léon avec des cow-boys mal rasés, très anti-héros, je sais pas si ça devait beaucoup plaire à John Wayne, quoi. John Wayne, qui était lui très attaché au mythe du cow-boy et des Indiens, les gentils cow-boys, les méchants Indiens, etc. C'était ça, John Wayne, quoi. Et je pense que quand il a vu débarquer Léon et toute la clique avec Eastwood, je sais pas si... Qu'on tout fait valdinguer. Oui, qu'on dépoussiérait le western et qu'on amenait une autre façon de penser le western. Je sais pas si John Wayne il devait être très fan de ça, quoi. Non, c'est clair. Là, il y avait un fossé presque générationnel à ce niveau-là. Et donc, L'Homme des Hautes Plaines, donc comme on l'a dit, voilà, c'est un petit peu plus esthétique en termes de mise en scène, un peu plus symbolique aussi, puisque il y a, tu sais, toute cette séquence où il repeigne toute cette petite ville en rouge, et ils inscrivent sur un panneau Hell, l'enfer. Et donc ça c'est génial parce que finalement il y a toute une dimension un peu fantastique aussi avec ce personnage de héros solitaire qui vient un petit peu de nulle part, qui sort comme ça de l'ombre et qui arrive dans cette ville pour quelque part punir comme un ange exterminateur tous ces habitants qui ont fait preuve de lâcheté, quoi, et qui ont laissé un marshal se faire tuer, se faire défoncer la tronche par trois malfrats. Et donc, ce film commence, comment te dire, ce film appuie encore plus l'idée que Eastwood, c'est peut-être un gros macho, même presque fasciste. Enfin, en tout cas, le film, il a été taxé de fasciste, hein. Clairement, parce que c'est vraiment un gars qui arrive et qui punit tout le monde, qui tue des hommes, qui viole des femmes. Et qui viole des femmes, et notamment en plus la perversion là-dedans, si on peut appeler ça, c'est que non seulement il viole une femme, mais la femme après est attirée par lui. C'est-à-dire qu'il y a un côté genre je te prends de force et je te viole et tout ça, et puis après mais t'es tellement beau que en fait je te kiffe. Enfin il y a vraiment tout un truc on pourrait dire presque maintenant complètement malsain et qui passerait plus du tout. Je te laisse imaginer le tollé, tu sors l'homme de plaid maintenant, c'est un peu mort. Et d'ailleurs je crois qu'il y a la critique Pauline Kael à l'époque qui avait déjà violemment critiqué Dirty Harry, le premier, en taxant Eastwood de mec d'extrême droite, de facho, de réac, de tout ce que tu veux, de tous les noms de la terre. Et ça va continuer avec l'Homme des Hautes Plaines, parce qu'on est 2 ans après. On est 2 ans après le premier Dirty Harry, et donc forcément ça passera pas. Mais tout à fait, c'est vraiment... Dans l'Homme des Hautes Plaines, il enfonce le clou encore, quoi. C'est-à-dire le côté, effectivement, ange exterminateur, on punit tout le monde. Donc oui, il y a une idée droite réac, mais qui plaît pas. Oui, forcément qui plaît pas à Hollywood de l'époque, et je pense qu'il plairait pas de toute façon encore maintenant, quoi. Mais alors donc, si on aime ce film, on est un peu facho, quoi, alors. Mais complètement, David, tu es même d'extrême droite, il faut bien le dire. De toute façon, dans notre monde là, maintenant, même le fait de faire une vidéo sur Eastwood, nous sommes d'extrême droite, il faut bien le dire. Non mais parce que moi ça me pose un problème, parce que moi j'adore ce film, pourtant je suis pas fan des nazis. Enfin, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc comment c'est toute la complexité, quoi. Pour moi, c'est un peu le gros problème des States, quoi. C'est-à-dire que les States, ils voient tout en termes de manichéisme, quoi. C'est-à-dire même dans les critiques, ils voient tout en termes de manichéen, de bien, de mal, de pas bien, de trucs. Il n'y a pas de complexité, il n'y a pas de nuance. Et quand Eastwood, c'est loin d'être un fasciste, en fait. C'est un mec qui va jouer avec des idées moralisatrices, c'est un mec qui va jouer avec ça, qui va les détourner, qui va les reprendre à son compte, mais en aucun cas, enfin je veux dire, même si oui, il a toujours été plus républicain que démocrate, ça c'est très clair, mais c'est pas non plus... Ça en fait pas de lui un facho, quoi. Ça en fait pas de lui un facho, et c'est pas grave même qu'il soit républicain, je te le dis honnêtement, enfin moi je le dis comme je le pense, c'est pas grave, c'est pas une tare, c'est pas mieux d'être démocrate que d'être républicain en vérité. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il a toujours eu cette idée-là, en fait. C'est une idée qui se faisait du justicier. Oui, et puis ça reste un personnage de fiction, quoi. Voilà, je veux dire. Et puis on est quand même au Far West, quoi. Donc c'était pas détendre. Et donc quelque part, il a envie de raconter une histoire une histoire violente, une histoire de Far West, une histoire de comme on a dit, d'ange exterminateur. Donc et c'est clair qu'il y va pas avec le dos de la cuillère, quoi. Voilà. Mais ça reste une fiction, ça reste du cinéma. De toute façon, évidemment que les mauvaises critiques vont forcément un peu l'affecter, mais il va pas trop non plus y faire attention et il va continuer dans sa ligne
dans sa ligne éditoriale d'avoir des idées qui vont à l'opposé des idées de l'époque, hippie et compagnie. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, le gonfle un peu, mais il a le droit également. C'est pas grave, même s'il il s'est toujours senti un petit peu à côté, en fait. Et le paradoxe, une fois de plus, encore une fois, c'est là où toute la complexité du truc, c'est qu'il va vivre à San Francisco, quoi. Et San Francisco, c'est quand même la ville des hippies. C'est pas une ville républicaine, quoi. Tu vois, ça n'a jamais été, et ça le sera certainement jamais, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que c'est quelqu'un de complexe. Voilà. Eastwood, c'est pas noir et blanc, quoi. C'est Bah quelqu'un ouais. de complexe. Et d'ailleurs, il va le prouver dans son film suivant. Mais juste avant, juste pour dire, L'Homme des Hautes Plaines, c'est un film qui a coûté 5,5 millions de dollars. Donc un beaucoup plus gros budget que son premier film. Mais il va rapporter 16 millions de dollars. Donc pour l'instant, ça va, c'est rentable. Clint Eastwood, réalisateur, il fait le taf. Donc on continue à lui faire confiance. La Universal continue toujours à lui faire confiance. Et il va réaliser encore une fois un film qui va peut-être décontenancer les critiques de l'époque et les spectateurs, puisqu'il va réaliser une histoire d'amour, une romance entre un quinquagénaire et une jeune hippie, justement, voilà. Avec le film Breezy, sorti en 1973, un film que personnellement j'adore. Voilà, j'adore ce film, mais pourtant il va faire un énorme bid. C'est un film qui va faire un énorme bid. Ouais, donc en gros, il va faire 200 millions de dollars. Non, 200 000, pardon. Ouais, 200 000. Voilà, il va coûter à peu près le même budget qu'un Frisson dans la nuit, mais par contre, il va rapporter 200 000 dollars. Voilà, un budget de 750 000 et il en rapporte 200 000, donc c'est vraiment un four. Et c'est c'est un échec total. Voilà. Bah, il faut dire que Breezy, bon, moi aussi, hein, c'est un des films que je préfère de lui. Hein. Très honnêtement, c'est pas mon film préféré de Clint, mais c'est vraiment, je le place dans les 5 meilleurs films de lui. Faut dire qu'à l'époque où ça sort, c'est l'incompréhension quand même, parce que Breezy, donc ça sort en 73, juste après L'Homme des Hautes Plaines, etc. Et on est en pleine, il a terminé Dirty Harry, etc. Je crois qu'il y a eu même un Magnum Force qui est passé par là, et il te sort ça, quoi. Et là, tu dis, et là, les gens comprennent pas. C'est-à-dire que ses détracteurs déjà disent comment ça, il fait un film d'amour, Clint. Alors tu sais déjà, t'as toute la critique qui est complètement décontenancée, qui s'est pousse foutre, qui est là en mode non mais attends, non c'est pas possible et tout ça. Et puis cette image de viril macho. Bah voilà, cette image de viril macho, tu vois que justement où on avait envie de le mettre, et là justement c'est la première fois où il envoie tout valdinguer, parce que Eastwood c'est ça, quoi. Hein. C'est-à-dire que lui ne supporte pas justement qu'on le mette dans des cases, et donc il envoie tout valdinguer avec Breezy, qui est une très belle histoire, qui est pour moi, parce que tout le monde va parler beaucoup sur La Route de Madison, et on y reviendra bien plus tard, et à juste titre, parce que c'est quand même aussi un de ses meilleurs films, mais Breezy c'est quand même c'est l'ancêtre de Sur la Route de Madison, sauf que en plus il va jouer peut-être sur un petit côté provoquant, où il va y avoir quand même parce qu'elle est pas mineure, enfin elle est pas mineure. Non, mais il y a une différence d'âge d'environ 30 ans, parce que lui il a une cinquantaine d'années, elle doit avoir 20 ans, quoi. C'est une jeune hippie. Ah bah oui, donc il va jouer sur cette provocation, si tu veux, qui va être un peu mal vue d'ailleurs, hein, je crois, à Breezy. Attention, hein, c'est pas que des louanges et tout ça, hein. Et le truc, c'est que ça va être un peu mal vu, cette histoire de différence d'âge, avec cette jeune fille et tout ça, qui va tomber amoureuse de William Holden, qui joue extrêmement bien. Vraiment, c'est doux, Breezy. Non, mais c'est pas vulgaire. C'est ça qui est hyper surprenant. C'est effectivement là, tout d'un coup, on voit un Clint Eastwood avec qui a beaucoup de tendresse, qui a beaucoup de sensibilité. Il va d'ailleurs prendre Michel Legrand à la musique, tu vois, pour donner un petit cachet. Alors Michel Legrand, il avait fait la musique de Thomas Crown, tu vois, par exemple. Mais donc ça lui donne vraiment un cachet, très romantique au film tout de suite. Et c'est vrai que dans Breezy, on voit déjà ce qui intéressera Clint Eastwood plus tard avec Sur la Route de Madison, c'est-à-dire parler d'une relation amoureuse qui est rendue presque impossible par la morale de la société. Montrer des sentiments amoureux en décalage avec les standards de la morale d'une époque, avec la différence d'âge dans Breezy et la liaison extra-conjugale sur la route de Madison. Et ce qui l'intéresse, tu sens que c'est vraiment de montrer comment ce genre d'histoire d'amour peut exister dans une société qui les condamne. C'est vraiment ce thème-là qui reviendra dans les deux films. Très
très très beau. Je veux dire, on a un San Francisco aussi super bien filmé. Alors là, pour le coup, si autant j'ai des réserves sur la réal de Un frisson dans la nuit, j'ai beaucoup de réserves parce que c'est quand même son premier film. Il y a beaucoup de maladresse, il y a des mouvements de caméra qui tremblent un peu, les travelling qui sont pas parfaits. Là, je trouve que pour le coup, il s'est vraiment amélioré en termes de réal et je trouve que c'est juste magnifique. Les rues, comment elles sont filmées, les beaux paysages, c'est vraiment magnifique. Les scènes d'amour aussi, des scènes très intimistes qui sont qui arrivent comme ça et qui sont d'une sensibilité extrême, qui te font vibrer vraiment, hein, peut-être, allez, j'ose le dire, peut-être même bien plus des fois que sur la route de Madison, je trouve, mais ouais, c'est autre chose, c'est encore autre chose. Je sais mais pas. bon, après, il n'y a pas de fulgurance de mise en scène. Non, c'est très sobre. Voilà, c'est très sobre, mais c'est là où il est fort, Clint Eastwood, c'est que lui, il veut chercher ce qu'il y a d'authentique, quoi. Il veut aller chercher la vérité chez ses acteurs, et là, ça marche du tonnerre, quoi, dans Breezy, et c'est vrai que tu es complètement sous le charme de cette histoire d'amour. Tu y crois, voilà, c'est ultra émouvant. Et donc voilà, et donc ouais, ça dénote avec tout ce qu'il a fait avant. Et on va le voir apparaître d'ailleurs, Clint Eastwood en figurant sur une rambarde au moment où je crois où il y a un plan où ils sont les deux, le couple est sur la plage, et on va le voir comme ça accoudé, et on va voir une référence aussi à L'homme des hautes plaines. Oui, parce qu'à un moment donné, oui, le couple va voir un film au cinéma, et le film, c'est L'homme des hautes plaines. C'est L'homme des hautes plaines. Tranquille, quoi. Le mec, il se fait sa petite pub dans ses films, quoi. Et donc voilà, ouais, donc on a dit, ouais, le film va faire un four, malheureusement, hein, ça va pas trouver son public. Et donc 2 ans plus tard, il revient avec un film, on va dire, comment dire, un film, on peut le qualifier un film d'action, hein, film d'action, et j'oserais même te dire que La Sanction, c'est La Sanction. Hein. Voilà, La Sanction, en donc 75. Sorti en 75. Et alors, j'ose le dire, tant pis, blasphème, mais vraiment, je trouve que c'est un film qui n'a pas grand intérêt. Et pourtant, bah oui, c'est une réal de lui. Tu as le droit de le dire. Je devrais pas le dire. Et pourtant, il y a la musique de John Williams. Oui, alors c'est ça. Ça fait chier. Non, mais c'est ça qui est dingue parce que finalement, il a démarré. Enfin, c'est en 75 et John Williams, il vient tout juste à peine de faire Les Dents de la Mer. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça. Hein, d'ailleurs, vu que Clint Eastwood, il est chez Universal et que Les Dents de la Mer, c'est un film Universal. Je pense que c'est aussi la Universal qui a dit à Eastwood, attends, prends ce John Williams parce que lui il fait de la musique du tonnerre et il va te rehausser à mon avis ton film et vas-y. Ouais, parce que l'ensemble ça se veut un espèce de truc d'espionnage, de polar. Voilà. Oh, mais est-ce que tu penses pas qu'il a voulu jouer un petit peu, il a voulu faire pas son James Bond, mais quelque part surfer sur cette tendance de film d'espionnage à la James Bond, mais sauf que là ça fonctionne pas trop. Si, complètement. Je trouve que toute l'exposition elle est très très longue. Alors ok, il y a des scènes d'action qui sont bien shootées, bien filmées, il y a des choses intéressantes, mais oh là là, je trouve que le tout n'est pas très engageant en fait, je trouve. Ouais. Je préfère voir un bon James Bond, hein, personnellement. Mais oui. Non, mais t'as raison. Le gros problème de ce film, c'est l'exposition qui met des plombes, quoi. Il faut peut-être attendre 1h15 avant qu'on en arrive à cette fameuse mission où ils doivent gravir une montagne, quoi. C'est ça, c'est exactement donc ça. c'est ultra long. C'est super long. Et effectivement, il n'y a pas grand intérêt. Enfin, il y a quand même des scènes un peu dingue où ils prennent des binous au bord de la piscine à taper la discute. Ah ouais, c'est vrai. Non mais c'est je sais pas, c'est un peu bizarre quoi des fois. Hein. C'est un film interminable. Ouais. Je trouve La Sanction, et pourtant bon, il y a des bonnes idées, tu vois le personnage de Clint, c'est toujours bien, c'est toujours cool, mais oh là là, par rapport à des chefs-d'œuvre qu'il fait, soit avant, soit après, je trouve ça un peu dur, La Sanction. Et donc, c'est un film qui a été tourné en Suisse, en partie, les scènes de montagne. Et pour la petite anecdote, au bout de 2 jours de tournage, hein, vraiment le début du tournage, il y avait déjà un mort. Il y a un alpiniste, non mais c'est vrai. Bon, non mais malheureusement il y a un alpiniste qui est décédé, il s'est fait écraser par un rocher. Non mais c'est pas drôle. Non mais parce que voilà. Bon bref, au box office, il a fait combien? Non mais à ce moment-là, Clint il voulait arrêter, il voulait carrément arrêter. Non mais parce que quand même t'as un membre de ton équipe qui décède, t'as envie d'arrêter le film tout de suite. Et c'est justement les autres alpinistes qui l'ont convaincu de continuer parce que voilà, ils lui ont dit. Quand on fait ce métier, quoi, on en connaît les risques. Ouais. Et voilà, et pour pas qu'il soit mort pour rien, en gros, cet alpiniste continue, va au bout du film, etc. Donc il a continué, il est allé au bout de son film. Malheureusement, c'était pas terrible. En tout cas, pour La Sanction, il a un budget encore plus élevé que ses précédents films, puisque là il bénéficie de 9 millions de dollars, son plus gros budget à ce jour, et le film en rapporte quand même 14 millions, donc ça va, c'est pas un four, mais c'est pas non plus
un succès tonitruant, hein, ça c'est clair. Hein. Donc voilà, et puis en plus avec un tournage qui s'est mal passé, je sais pas si pour lui c'est un bon souvenir, quoi. Je pense qu'il peut faire s'en souvenir. Et ne pas s'en souvenir. C'est clair. Et donc voilà pour la sanction. Ensuite, on arrive en 1976 avec un nouveau western, son deuxième western en tant que réalisateur, et c'est avec le film José Wells, Hors la loi. Et donc, au départ, c'était pas du tout Clint Eastwood qui devait réaliser ce film, c'était Philip Kaufman. Alors Philip Kaufman, qui c'est un réalisateur et un scénariste. C'est notamment le co-scénariste des Aventuriers de l'Arche perdue, quand même. Hein. C'est quand même lui. Ah, Philip Kaufman, c'est du très lourd. Hein. Ah oui, oui. C'est le réalisateur de L'étoffe des héros. De L'étoffe des héros, de l'Invasion des profanateurs de Sépulture, oui. le remake. D'ailleurs, c'est drôle, parce que finalement, l'Invasion des profanateurs de Sépulture, le film original est réalisé par Don Siegel, qui est le mentor de Clint Eastwood, et il va finalement s'associer avec Philip Kaufman, finalement on aura fait le remake. Qui en fait un remake, ouais. Donc c'est drôle, c'est fou, hein, la famille du cinéma, la magie du cinéma. C'est rigolo. Et donc ouais, José Wells Hors la loi. Donc voilà, c'est Philip Kaufman. Il tourne environ 2 semaines, et là, grosse dispute avec Clint Eastwood, gros désaccord artistique. Pourtant, c'est Philip Kaufman qui en a écrit le scénario. Il est co-scénariste d'ailleurs, hein, oui. Philip Kaufman. Oui, d'ailleurs, entre José parenthèses, ça, on l'a pas évoqué, on l'a pas dit, mais Clint Eastwood n'a jamais écrit de scénario de sa vie, il me semble. Non. Enfin, en tout cas, Non. il n'a jamais écrit ses films. Non, il n'a jamais écrit ses Il films. n'a jamais écrit ses films. Non. Et ça, est-ce qu'on sait pourquoi ? Parce qu'il est humble, parce qu'il sait que ce n'est pas un auteur. Bah, parce qu'il sait que c'est pas son business, quoi. C'est-à-dire que déjà acteur, réalisateur, c'est compliqué. Et puis peut-être qu'il estime que il a peut-être pas la capacité à savoir articuler un scénario, qui est un véritable métier. Il faut le rappeler, juste, ça a pas l'air con de le dire comme ça, mais c'est un métier. Et peut-être que lui, non, son truc c'est pas ça, c'est de prendre les histoires des autres et d'en faire quelque chose où on capte l'âme humaine comme ça, comme il fait souvent d'ailleurs. Mais juste pour José Wells Hors la loi, oui, en fait, donc Philip Kaufman était co-scénariste. Et donc ouais, ils se sont carrément fightés sur le tournage. Clint Eastwood l'a renvoyé. Clint Eastwood la renvoie. Bon, après, je sais pas si ça a été aussi violent que ce qu'on veut bien lire. Ça a été compliqué. Hein. Je sais que dans la bio de Patrick McGowan, ou je sais plus comment il s'appelle, c'est raconté, et il insiste beaucoup sur ce passage-là. Hein. C'est-à-dire où vraiment il y a eu des brouilles, mais à n'en plus finir entre les deux. Clint Eastwood, parce qu'il faut rappeler que José Wells Hors la loi, c'est le premier film de Clint réalisé pour la Warner. Oui, voilà. Absolument. Et donc ça va être une longue, ça va être. Il va pratiquement tourner tous ses films avec la Warner Bros exclusivement. Ouais. Pratiquement tous, je pense. Pratiquement tous, à peut-être 2-3 exceptions près. Mais voilà. Et donc il a tourné ça pour la Warner, et donc la Warner raconte que effectivement c'était des brouilles à n'en plus finir à Philip Kaufman, et il a fini par remplacer effectivement Philip Kaufman à l'arrière. Et c'est son premier film aussi avec Sandra Locke, qui va devenir sa femme, qui va devenir sa femme. Après, voilà. Et ça le fait, quoi. Entre les deux, il y a vraiment une alchimie qui se fait. Je trouve que ça a toujours été plus ou moins, alors ça a toujours été plus ou moins conflictuel entre deux, que ce soit à la ville comme à l'écran, et beaucoup à l'écran aussi, parce qu'il y avait souvent des grosses différences entre les deux personnages. Ça n'a jamais été une idylle, si tu veux, entre les deux personnages, mais enfin entre les deux rôles en fait. Oui, les deux rôles, les personnages sont toujours en conflit, de quelque chose. C'est assez marrant, mais voilà, donc c'était pour l'anecdote. Et alors autre petite anecdote, c'est que José Wells Hors la loi s'est adapté d'un roman qui est écrit par un auteur qui en réalité était un ségrégationniste et un membre du Ku Klux Klan. Sauf que Clint Eastwood ne le savait pas à l'époque, puisque l'auteur avait pris un nom d'emprunt, et il l'a appris bien des années plus tard. Et donc ça, c'est quand même ça doit foutre un peu la rage, c'est marrant, de se dire ça, que j'ai adapté le livre d'un mec du Ku Klux Klan. Mais bon, il faut quand même le notifier, parce que c'est là, c'est présent, c'est la vérité. Et donc José Wells Hors la loi, c'est quand même un film, encore une fois un très bon western, très réussi. Et j'ai envie de dire, en termes de mise en scène, là encore une fois, voilà, il y a toute cette violence aussi. Il y a toute cette violence. Oui, largement. Il a encore fait vachement de progrès en termes de mise en scène. Tu sens qu'il est très à l'aise avec le western, Clint Eastwood, encore une fois. Et je trouve même que José Wells Hors la loi, c'est peut-être même un niveau au-dessus en termes de réal que L'Homme des Hautes Plaines, qui était déjà fabuleux en termes de mise en scène. Là, il va y avoir encore plus de... En fait, il va plus miser
par exemple, sur les scènes d'action, quand il va faire une scène d'action, il va y aller à fond, quoi. C'est-à-dire là, il va se lâcher complètement. T'as des scènes, tu sais, avec des espèces de canons. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Hein. Les canons mitraillettes. Les canons mitraillettes, comme ça, des scènes mais extraordinaires de violence à ce niveau-là dans José Bassorala, qui se permettait pas avant, en fait, dans les films précédents. On sent encore quand même l'héritage de Sergio Leone, hein. Ça c'est clair et net, hein, dans ce genre de scène que tu décris, c'est clair. Donc José Wells hors-la-loi, ça poursuit encore une fois un de ses thèmes de prédilection à Clint Eastwood, qui est la vengeance, qui est la punition, qui est rétablir justice, puisque grosso modo le film raconte l'histoire d'un homme, d'un sudiste dont la famille se fait massacrer par des nordistes, et donc il va évidemment se venger, payback time. Et voilà, et donc en fait, toute la thématique est là. C'est-à-dire que là, on est dans le prolongement en fait de ce qu'il a initié avec Dirty Harry, avec L'Homme des Hautes Plaines, c'est-à-dire le thème de la punition par la vengeance, qui est vu comme une idée totalement réac, totalement de droite, totalement comme ça, mais lui, il va continuer, il enfonce le clou là-dessus, même si on est passé par Breezy à l'époque, attention, il faut quand même le rappeler, mais là, on revient à ça, on revient à cette idée-là. Ouais, mais tu vois, regarde, c'est ça qui est aussi un petit peu énervant, justement, par rapport à Breezy, qui est un film qui montre, on va dire, une facette beaucoup plus humaniste du réalisateur, de Clint Eastwood, et quand il fait ça, le public n'est pas là, le public n'est pas au rendez-vous. Exactement, c'est un peu comme les youtubeurs quand ils font des vidéos. Tu sais, quand ils font des vidéos sur des films français dont tout le monde se fout, il n'y a pas de vues, mais par contre, quand c'est Marvel, on te tombe dessus en disant ouais, tu fais que ça, alors que quand tu fais autre chose, personne n'est là. Quoi. Non, mais tu sais que c'est marrant parce que c'est une injustice. C'est une injustice, mais ça a été l'injustice Eastwood pendant des années, quoi. Ouais. Je veux dire, voilà. Et en plus, le comble de ça, c'est que les critiques saisissaient la moindre opportunité de ce genre de film-là, qui marchait mieux, forcément, qui était plus vu, et donc pour lui tomber dessus à chaque fois, et pour dire, ouais, t'as vu, Clint Eastwood, il est méchant, hein, il est pas du bon côté de la barrière. Et donc, c'était ça aussi, hein. C'est clair. Ouais. Et malgré tout ça, en tout cas, malgré toutes ces critiques, le film est un succès. Il rapporte 32 millions de dollars pour un budget de 3,7 millions de dollars. Donc là, est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur score de Clint Eastwood au box-office? J'ai presque envie de dire oui. En tout cas, pour l'instant, tout ce qu'il a fait depuis le début. Franchement, la Warner, là, elle part en totale confiance. Même si la Warner a amoindri la production du film, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas boycotté la promotion du film, mais disons qu'elle n'a pas sorti toutes les affiches, elle n'a pas placardé tout ce qu'il fallait. Elle n'a pas sorti tout l'arsenal pour communiquer autour du film. Quoi. Pas du tout. Et je pense qu'il y avait peut-être aussi d'autres films chez la Warner que la Warner préférait mettre en avant à cette époque-là. Et Eastwood, vu que c'était le premier film, pourtant, c'était déjà une star, hein, le mec. En tout cas, un acteur très connu sur qui il fallait compter. Mais sur ce film-là réalisé, ils se sont dit ouais non machin. Donc Eastwood, ça l'a un peu énervé. Donc ça partait un petit peu mal quand même. Après, est-ce que c'est peut-être pas à cause de la brouille qu'il a eue avec Philip Kaufman et qui a d'ailleurs entraîné une embrouille avec la Directors Guild of America, tu sais, la guilde des réalisateurs. Mais en tout cas, voilà, c'est un succès au box-office. L'année d'après, on est en 1977, l'année de Star Wars. Et donc Clint Eastwood va sortir un film qui s'appelle L'épreuve de force, toujours avec Sandra Locke, hein, donc sa future femme. Je sais pas s'ils sortent déjà ensemble à cette époque-là. Parce qu'il est marié, il est marié avec une femme qui s'appelle Maggie Johnson, qui va tromper 1 milliard de fois. Alors ça, je ne sais pas. Oui, parce que Clint Eastwood, bon là, c'est juste un peu le côté... Tu veux dire que Clint Eastwood est un homme à femme? Oui, non, mais n'empêche que... Alors, homme à femme, mais tu penses pas à ce point-là. Et en fait, quand tu lis la bio, ça n'arrête pas, quoi. Ah non, mais ça n'arrête. Il la trompe, alors avec Sandra Locke, des fois avec une autre. Il a retrompé Sandra Locke après. Enfin bon, bref. Bon, on va pas faire people, voici Magazine. Ouais, ce que j'allais dire, c'était la petite parenthèse. Voilà, c'était la petite parenthèse. Mais juste pour vous dire que voilà, c'était pas un sage à ce niveau-là. Il en a profité à mort. Et le truc, c'est que, mais il va faire quand même, effectivement, je crois que c'est à ce moment-là où ça bascule complètement, où il est en procédure de divorce avec Maggie, etc. Et là, il va se mettre définitivement, il va se marier avec Sandra Locke. The Gauntlet, donc l'épreuve de force, sorti en 77. Alors là, clairement, là vraiment, c'est aussi un de mes films préférés de lui, réalisé par lui. Et pourtant, quand ça commence, on dirait que ça commence un peu comme un énième Dirty Harry. Oui. Il a la même dégaine, il a les mêmes punchlines pour envoyer chier tout le monde, etc., etc. Et pourtant, ça va être sur la forme très différent d'un Dirty Harry. Pour moi, ça va être peut-être l'unique blockbuster. Alors,
je parle de blockbuster, en termes de visuellement, par rapport à la scène du camion à la fin. Oui. Où Ou alors là, ça pétarade pendant 20 minutes. Ça pétarade. Là, pour moi, il y a vraiment une ambition qu'il n'y a pas dans les Dirty Harry, qu'il n'y a pas dans les autres films, quoi. T'as vraiment l'impression que là, il a voulu vraiment faire le film d'action ultime à l'époque, et ça se voit même sur l'affiche du film, quoi. Ah oui, l'affiche du film, tu te dis, ça va être sacrément épique. Et l'épreuve de force, est-ce que c'est pas le premier film où Clint Eastwood écorne un peu son image de héros ? Pour moi, il a déjà plus ou moins. Oui, tu veux dire qu'en fait, quoi, il ferait peut-être une parodie de l'inspecteur Harry. Ouais, voilà, c'est un peu. plus. Voilà, exactement. Ouais, c'est pas. Comme tu dis, il s'éloigne un peu de cette image de l'inspecteur Harry. Bah, il s'en éloigne, oui et non. C'est-à-dire que, en fait, t'as quand même l'impression de retrouver le même mec à la dégaine nonchalante, badass, qui violente Sandra Locke, mais d'une manière qui lui envoie des gifles dans la gueule, qui la maltraite. Je veux dire, non, mais là, pareil, à cette époque-là, parce qu'on parle beaucoup de la période de maintenant, en 2021, les féministes, machin, mais je peux te dire qu'à l'époque, c'était pareil. Hein. Les nanas, elles voyaient ça, elles pétaient un câble. Hein. Elles voyaient le machisme de l'acteur Clint Eastwood, ça les rendait dingues. Donc, il a été très critiqué aussi là-dessus, parce qu'elle s'en est pris plein la tronche. Mais est-ce qu'il s'en expliquait de ça, Clint Eastwood ? Non, je crois pas. Bah, écoute, je crois pas. Enfin, du moins, il a tenté de s'en expliquer, mais je crois qu'il a vite lâché l'affaire face aux critiques un peu hystériques de l'époque. Mais parce que justement, il aurait pu s'éloigner de cette image-là, mais finalement, c'est un mec qui a jamais voulu, qui a voulu justement enfoncer le clou, quoi. Ouais, on pourrait dire, il enfonce le clou. Pourquoi il cherche, il provoque. Je crois que c'était, oui, il y avait un côté un peu provocateur. Ça l'amusait qu'on dise de lui que c'était un méchant, que c'était un truc. Moi, je pense qu'il en jouait beaucoup aussi, Clint Eastwood, à cette époque-là. Et à un moment donné, ça l'a un peu gavé. Mais je crois que dans cette époque-là, plus on le disait ça de lui, plus il avait envie de jouer de cette image-là, et ça l'amusait, parce qu'en plus, c'est un film réalisé par lui. Il a très bien conscience de ce que véhicule son personnage en termes de méchant, enfin pas de méchanceté, mais voilà quoi, toujours de héros vengeurs, etc. Justicier, mais justicier aux méthodes dures, quoi. Ouais, c'est justicier pas cool, quoi. C'est pas, Et d'ailleurs, à la même période, il va jouer dans un film qui peut peut-être résumer le caractère de Clint Eastwood, puisque le titre de ce film-là dans lequel il a joué mais qu'il n'a pas réalisé s'appelle Doux, dur et dingue. Ouais. Parce que finalement, c'est pas Clint Eastwood doux, dur et dingue. Mais je pense que même dans Doux, dur et dingue, donc alors là, c'est pas réalisé par lui. Pas réalisé par lui. Mais je pense que c'est peut-être là où tu peux mieux cerner la vraie personnalité de Clint Eastwood, en fait, ce qu'il est dans la vie. C'est-à-dire un mec qui des fois est très cool, parce que moi je l'ai vu en interview et tout, enfin je le connaissais pas personnellement, mais tu vois, enfin tu t'imagines un mec en fait gentil. En fait, je pense que c'est un mec gentil, très calme, très doux. Mais en tout cas, oui, non, mais t'as raison. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, sur les tournages, il est impitoyable. C'est-à-dire dans le sens où il faut respecter la durée d'un. Oui, le délai. Le délai pour un tournage. Ouais. Il est prêt des fois même à s'engueuler avec des gens parce que il est pas assez efficace et tout ça. Mais si tu veux, je pense que c'est quand même quelqu'un qui est pas. Non, c'est pas l'inspecteur Harry dans la vie, quoi. Oui. Il est loin de ça. Je pense et franchement, de toutes les interviews que j'ai vues d'acteurs qui ont travaillé avec lui, à chaque fois, ils insistent bien pour dire que Clint Eastwood instaure en fait un climat très agréable sur un tournage qui permet à l'acteur de vraiment de se sentir bien, de se sentir confortable, etc. Et que c'est pas du tout le réalisateur qui maltraite ses acteurs ou qui est dur avec ses acteurs, tu vois. Et d'ailleurs, c'est même lui qui le dit. Moi, quand je tourne une scène, je hurle pas action comme ça, tu vois. Il dit rien, même, je crois. Je crois qu'il dit rien, ou il dit vas-y quand tu veux. Vas-y, quand tu veux, ouais. Voilà, ça tourne. C'est pas non plus un tyran. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que c'est pas un réalisateur tyrannique pas sur les tournages comme ça peut l'être chez d'autres réalisateurs. Hein. Ouais. Mais dans les personnages, il sait que quelque part Dirty Harry il plaît à une partie de l'Amérique. Si tu veux. Et donc, parce que Dirty Harry, c'est quand même le représentant d'une classe aux États-Unis un peu délaissée, tu vois, qui est pas justement. L'électorat de Trump. Quoi. L'électorat de Trump, un peu. Non, mais il y a ce côté-là. Il faut pas oublier que Dirty Harry, il plaît à toute cette Amérique-là. Justement, à l'Amérique des délaissés, de ceux qui n'ont pas d'argent, etc., etc. C'est le héros dont ils ont besoin. Et en fait, il sait qu'il peut jouer avec cette image-là et il va y jouer encore dans l'épreuve de force. Même si c'est pas Dirty Harry. Même si c'est pas l'inspecteur Harry dans l'épreuve de force, tu vois, et c'est ça qui est super intéressant. Mais il va s'en éloigner en faisant pour moi vraiment plus un gros film d'action.
dans The Gauntlet. C'est exactement ça, quoi. Alors je sais pas s'il va rapporter beaucoup plus qu'un Dirty Harry, mais c'est... Non, mais il fait un bon score au box-office parce qu'il rapporte 26 millions de dollars pour un budget de 5,5 millions de dollars. Donc c'est un succès encore une fois hein, pour la Warner. C'est ça que je voulais dire par rapport à Dirty Harry, c'est que là pour une fois il a peut-être un air un peu négligé. Oui. C'est dans ce sens-là qu'il écorne un peu son image à ce moment-là de l'homme viril parfait et charismatique. Oui, parce que c'est vrai que Dirty Harry, il a ce côté, il a toujours ce côté bien propre, les lunettes, les machins, toujours bien sapé, homme de droite quoi. L'homme, mais c'est-à-dire qu'il a une exigence avec lui-même. Même en termes de tenue vestimentaire. Shockley, dans The Gauntlet, il en a rien à foutre, super négligé. Mais après, sorti de ça, on voit quand même le parallèle avec Dirty Harry. Alors, il y a aussi un autre parallèle avec Dirty Harry et une thématique qui va revenir aussi assez souvent dans la filmo de Clint Eastwood, c'est cette volonté de critiquer un peu la hiérarchie. Parce que là, dans L'épreuve de force, c'est un flic qui doit aller chercher une femme à Las Vegas qui est en fait un témoin dans une affaire. Et en fait une affaire qui implique la mafia et à la fois des policiers corrompus. Et donc il va avoir la mafia et les flics aux fesses en fait. Et quelque part, ça c'est vraiment quand même un thème qui revient souvent quoi. Il a un problème avec l'autorité quelque part, Clint Eastwood. Enfin c'est paradoxal parce que il incarne l'autorité, mais il a un problème avec l'autorité. Et ça c'est vraiment un thème qui revient dans pratiquement tous les Dirty Harry, puisque de près ou de loin, les flics de San Francisco, la police de San Francisco est mêlée des fois aux truands ou cachent la vérité, sont des organisations presque un peu terroristes. Eastwood, il est dans une quête, enfin en tout cas le personnage de Dirty Harry et Wes Shockley, ils sont dans une espèce de quête de pureté de la justice. Et c'est ce qui fait toute la différence avec la hiérarchie policière en fait. La hiérarchie, tout le côté policier, oui comme tu dis, il peut y avoir des pots de vin, il peut y avoir de la corruption, il peut y avoir tout ça. Lui, il veut se mettre en tant que flic, il veut se mettre au-dessus de tout ça et représenter la pureté de la loi en fait. Lui, la loi, la loi c'est lui. Voilà. Non, mais il veut l'incarner. Il veut absolument. C'est un personnage qui veut l'incarner, donc il sera toujours déçu. Il sera toujours énervé. C'est pour ça que c'est Harry le charognard, parce que il sera toujours déçu jusqu'au point même où il va faire quand même un film qui s'appelle Magnum Force, donc réalisé par Ted Post, donc qui est le deuxième Dirty Harry. Et il faut voir que ce film-là, c'est quand même on montre bien des flics ripoux. Ah ouais, des flics assassins. Des flics assassins. Et on te le montre bien, quoi. Enfin, et ça, il y a quand même une volonté là derrière la production, parce que c'est une production Malpaso. Et Malpaso, c'est la boîte de prod de Clint. Ah oui, ça, d'ailleurs, on a complètement oublié d'en parler, mais c'est pas grave, on va en parler juste après. Il y a quand même la volonté de dire attention, moi, je considère pas les anges, les flics sont pas tous des anges. Mais moi, j'ai envie d'une espèce d'incarnation comme ça, pure de la loi. Et j'ai l'impression que cette incarnation pure de la justice, elle peut se faire que solitairement dans la tête de Clint Eastwood. Parce que d'ailleurs, Clint Eastwood, c'est un mec qui l'a toujours dit, hein, il n'aime pas, par exemple, les sports d'équipe. Il n'aime pas les sports collectifs. Il aime le golf, il aime le tennis, il aime ce genre de trucs. Et ça se ressent finalement quelque part dans ses films où il montre que l'organisation à plusieurs amène forcément à, comme tu dis, de la corruption, des pots de vin, etc. Et quelque part une entrave à la véritable justice que lui seul peut rendre, finalement. Mais c'est exactement ça. Et c'est ce qui va être le cas des Dirty Harry. C'est ce qui va être le cas aussi d'autres films de lui. Il y a cette volonté d'être encore plus, d'être dans une justice pure. Et ça passe forcément. Mais quelque part, c'est paradoxal aussi parce que cette volonté de justice pure, ça passe par un extrême. Parce que Dirty Harry, quelque part, il est extrême dans ses façons de faire. On le qualifie même de dinosaure, on le qualifie même de vous êtes un dinosaure Callan, vous avez des méthodes trop dures pour la société qui évolue là. Vous êtes resté à l'âge de pierre avec vos méthodes. Mais lui, il a envie de rester à cet âge de pierre, il s'en fout, lui, il veut pas évoluer. Lui, les progressistes, ça l'intéresse pas. Bon. D'ailleurs, il y a une réplique dans Dirty Harry, je sais plus dans lequel c'est, qui me fait mourir de rire. C'est un flic qui lui dit oui, même quand vous êtes pas là, il y a des morts. Ou je sais pas quoi, même quand vous tirez pas, il y a des morts. Alors juste L'épreuve de force, c'est un film super bien rythmé. C'est un film qui
qui est vraiment totalement décomplexé dans la violence, dans l'action. Alors, c'est un film de cette époque-là, hein, c'est pas non plus une tarantinade, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un film qui est mené tambour battant, avec des dialogues mais incroyables. Cette fameuse scène où il va la chercher dans la tôle. Si tu peux, il faudrait que tu la cases au montage. Ouais, je mettrai les... tiens, voilà, extrait de l'épreuve de force. Meilleur dialogue. J'ai l'impression qu'on ne se comprend pas bien, toi et moi. Bien sûr, c'est pas l'amour fou, mais on va faire un petit voyage. Tu as le choix, ou me suivre gentiment, ou alors me faire des emmerdes. En tout cas, j'annonce la couleur. Tu fais ton cirque, je te passe les menottes. Tu ouvres ta gueule, je te baïonne, tu tentes de fuir, je te flingue. Tu vois, le personnage de Sandra Locke, elle incarne aussi, quelque part, une figure féministe. Puisque... non, mais c'est là où aussi est la contradiction chez Clint Eastwood, l'ambiguïté, la complexité aussi du bonhomme. C'est qu'il y a aussi, dans l'épreuve de force, tu vois, une scène où ils sont avec un flic en bagnole, qu'ils ont un peu pris en otage, tu vois, et le flic, il arrête pas de faire des allusions sexuelles à Sandra Locke, limite il lui dit, voilà, t'es une pute, j'ai envie de te baiser, je sais pas quoi, et Clint Eastwood le recadre direct, tu vois. C'est tout le truc, c'est-à-dire que Clint Eastwood, enfin, je veux dire, Dirty Harry ou Ben Shockley, mais jamais il sortirait un truc comme ça à une femme, en fait. C'est ça tout le truc, c'est là où est l'incompréhension Clint Eastwood. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression, ouais, Clint Eastwood c'est un macho, c'est un vulgaire, c'est un machin. Mais attends, mais il a jamais dit à une femme ce que dit le flic là dans la scène que tu cites. Oui. Jamais, pas une fois. C'est juste quelqu'un, oui, qui est parfois un peu dur, c'est-à-dire qu'effectivement, quand une femme, comment te dire, va se rebeller alors que lui, il a une mission à mener, etc. Bon, ça va un peu le saouler, faut bien le dire, et il va un peu se vénère. Mais si tu veux, c'est pas... Il en est pas à insulter, à être dégradant en fait, tu vois. Sur les femmes, en fait, il est pas dégradant. Mais le problème, c'est que cette image-là va lui coller à la peau, quoi. Et c'est vrai que c'est une scène super intéressante parce que à plusieurs reprises dans son cinéma, il va remettre en question, enfin, il va recadrer en fait les gens qui sont dégradants vis-à-vis des femmes. Et ça, c'est évident et ça se voit dans plein de films. Donc voilà, l'épreuve de force, un nouveau succès. Et il faudra attendre 3 ans avant que Clint Eastwood revienne derrière la caméra à travers un film qui a été initié par sa femme, enfin par sa fiancée de l'époque, parce que c'est pas encore sa femme, hein, je crois, officiellement. Il n'a pas encore divorcé de Maggie Johnson, ouais. Hein. Enfin, si je me rappelle un peu sa bio. Mais bon, bref, on va dire que c'est sa compagne. Et donc c'est une idée initiée par Sandra Locke de faire le film Bronco Billy. Et d'ailleurs, c'est l'un des films préférés de Clint Eastwood. Je sais pas si tu le savais. Oui. C'est assez étonnant parce que c'est un film qui n'a pas tellement plu, marché. Ça a même bidé, hein. Enfin, ça a pas bidé, parce que finalement le box-office il est de 24 millions de dollars pour un budget d'environ 6 millions. Donc, ça va, ça a pas bidé. Mais je crois qu'ils avaient des attentes beaucoup plus démesurées pour ce film. Et d'ailleurs, Clint Eastwood sera extrêmement déçu par la Warner, figure-toi, parce que la Warner ne va pas bien le distribuer, ne va pas bien le promouvoir. un peu comme José Wells hors la loi, alors. Un peu comme José Wells hors la loi, et donc il va être ultra vénère, Clint Eastwood, il va même refaire des affiches, il va recommuniquer sur le film, et ça va lui donner même d'ailleurs un second souffle, et c'est aussi peut-être pour ça que le box-office, on en arrive quand même à 24 millions de dollars. Mais en tout cas, voilà, Bronco Billy, c'est un film particulier parce que est-ce qu'on peut dire que c'est la première pseudo-comédie de Clint Eastwood? Enfin, en tout cas, un film assez léger. Bah, en fait, c'est peut-être ça aussi qui a pas plu, c'est que moi j'aime beaucoup Bronco Billy, parce que c'est un film très humain, avec toute cette histoire de cette communauté comme ça. Il y a un aspect, comment dire, avec ce personnage qui est plein d'espoir, qui est plein de cette volonté là comme ça de mener à bien cette troupe et tout ça. Mais de faire revivre en fait le mythe de l'Ouest, mais à travers. Mais dans les années 70. Dans les années 70, à l'époque où tout le monde s'en fout. Et lui, il a envie de faire revivre ce truc-là avec tous ces saltimbanques. Mais je sais pas si on peut le qualifier vraiment de comédie. Je sais pas si c'est un drame ou une comédie en fait. Bronco Billy. Ça aussi entre les deux. Ouais. C'est très hybride. Ah oui, non, c'est pas un film où tu ris à gorge déployée, ça c'est clair. Non, mais il y a un côté film hybride. Mais il y a un côté, et puis il y a tout un aspect un peu road trip, un peu film itinérant. Là, il pose vraiment un regard très tendre sur une Amérique un peu oubliée ou sur l'Amérique d'avant, en fait, j'ai envie de dire. Il y a un truc un peu anachronique dans cette histoire. Et ça lui correspond vachement. C'est pour ça que c'est l'un de ses films préférés à Clint Eastwood, parce que tu sens que c'est quelqu'un déjà qui est énormément tourné vers le passé,
Clint Eastwood. Très nostalgique, Clint Eastwood. Ouais, très nostalgique. Il a presque, il a un peu du mal presque avec la jeunesse, hein, comment il la représente des fois. Ouais, ça. Et lui, il vit un peu dans le passé et ça m'étonne pas que ça soit un de ses films préférés, Bronco Billy. Ouais. Il y a aussi une mise en abîme dans Bronco Billy qui est intéressante, la mise en abîme sur le western et sur les personnages qu'il a interprétés en fait à partir à partir de la trilogie du dollar et jusqu'à José Wells hors-la-loi. Et ça, c'est intéressant parce qu'il revient à ce personnage-là, mais tout en défigurant un peu cette figure mythique de l'Ouest. Et ça, c'est marrant de la façon dont il le fait, mais tout en étant aussi nostalgique d'une période. Vrai. On le sent entre les deux, en fait, dans Bronco Billy. En fait, il a conscience que ça peut être vite ringard, en fait. Exactement. C'est ça qui met en scène. Hein. C'est la ringardise de ces personnages qui veulent se prendre pour des cow-boys du Far West dans un monde contemporain, quoi. En fait, c'est ça hein, le sujet de Bronco Billy. Mais il va aller chercher, il va nous montrer que derrière tout ça, il y a quelque chose de très authentique, de sincère, et c'est ça qui est touchant dans ce film, c'est vrai. Voilà. Ah non, c'est un film très touchant. C'est pas son film le plus touchant, où il va te chercher la fibre, parce que t'as quand même l'impression d'un trip un peu, d'un ego trip en fait avec Bronco Billy. Donc ça peut pas aller te chercher autant d'émotions à mon avis qu'un Breezy ou qu'un Sur la route de Madison ou que des films comme ça ou qu'un Impitoyable parce qu'il y a quand même un espèce de vraiment de truc d'ego trip, mais c'est vrai que tu comprends en fait quand tu connais un peu la filmo de Clint, tu comprends ce qu'il a voulu dire en fait. Mais je pense que pour bien apprécier Bronco Billy, faut avoir quand même vu plusieurs films de lui. Ouais, je vois ce que tu veux c'est dire. pas un film que tu peux voir comme ça. Tiens, allez, vas-y, j'ai envie de commencer Eastwood. Je commence par Bronco Billy. Ouais, non. tu vas être perdu. Tu vas être complètement paumé. Tu vas pas comprendre ce qu'il a envie de dire, quoi, en fait. Alors pour la petite anecdote, Sandra Locke, elle sera récompensée comme pire actrice au Radio Award quand même. Ça c'est incroyable. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es d'accord? Non mais franchement, non mais c'est vrai en plus ça. Hein. Ouais. Non mais c'est horrible. Franchement au Radio Award. Alors ok, il y en a plein qui disent ouais mais on s'en fout des Radio Awards. Oui. Non mais quand même quoi, il y a un signal envoyé quoi. Enfin tu vois. Non je trouve que c'est complètement c'est injuste quoi. Je sais pas pourquoi, je comprends pas. Là je pense qu'il y a un signal envoyé de la part d'Hollywood à Clint Eastwood quoi. Tiens, toi on peut pas te mettre au Radio Award parce que quand même merde quoi. Ok, on est en 1980, tu commences à devenir une espèce de légende. Bon, peut-être pas encore, mais voilà, t'es une star. Donc on peut pas te mettre au Radio Award, mais puisque tu nous fais chier, tiens, on va mettre ta copine. T'as vraiment une impression de ça quand même. Hollywood est un petit peu énervé contre Clint à l'époque quand même. Et nous en arrivons à 1982 avec un film qui s'appelle Firefox, l'arme absolue, et qui est un film encore une fois où Clint Eastwood il explore un nouveau genre, enfin un genre qu'il n'a jamais traité. Donc on est encore il y a aussi un côté un peu film d'espionnage comme il avait fait dans La Sanction, mais là on est plus dans un film presque pas fantastique mais plutôt futuriste je dirais. On sent qu'il veut au début des années 80, ce qui quelque part il veut pas surfer sur cette vague de films tu vois de blockbusters science-fictionnesques etc. Qui est en train d'émerger un peu partout comme ça. Et pourtant en termes de films d'avion par rapport à ce délire d'avion, Top Gun n'est pas encore sorti. Et non, c'est ça le truc. Top Gun sortira 3 ans plus tard, donc il est un peu précurseur sur les films de gros avions comme ça. Et donc en gros, Firefox, l'arme absolue, c'est une histoire, c'est l'histoire d'un agent secret qui va en mission en Russie pour voler un avion furtif. De dernier cri, avec une technologie qui permet au pilote de piloter l'avion avec son cerveau et de foncer dans les airs comme ça, une arme absolue, le Firefox. L'idée était pas mal quand même. Hein. Ouais, l'idée, pourquoi pas. Franchement, l'argument de départ, il est bien quoi. Mais l'argument de départ est bien, mais je trouve que c'est un film, un petit peu oubliable dans le sens où il n'y a pas véritablement de traitement de personnage. On ne sait pas grand chose finalement sur le rôle, sur le personnage qu'interprète Clint Eastwood. C'est là où le temps paraît un peu long, et il n'y a pas ce côté un peu ludique qu'on retrouve dans les films d'espionnage à la James Bond. Il n'y a pas ça, c'est assez froid, c'est assez sec comme film, mais
moi j'ai trouvé que c'était super bien shooté. Il y a vraiment, on sent qu'il y a un gros budget sur ce film. D'ailleurs, attends, le budget du film, il est de 21 millions de dollars. Donc c'est, je pense, si je ne dis pas de bêtises, c'est son plus gros budget à ce jour. Ah oui, c'est un super gros budget, ça se voit dans le film. Voilà. Je veux dire, voilà. Ça se voit surtout dans les séquences de fin où là on est justement dans ces scènes d'action avec ces courses-poursuites dans les airs à bord de ces avions furtifs et tout, où là pour ces scènes d'action là, il a quand même fait appel à un cadre des effets spéciaux, il a fait appel à John Dykstra, qui est un mec qui a fondé ILM avec George Lucas, qui a travaillé sur les Star Wars, sur les Star Trek de l'époque, etc. Et ça se voit parce que les effets spéciaux, même encore aujourd'hui, ça fonctionne bien. C'est assez impressionnant. C'est vraiment... Là-dessus, sur la plastique du film, c'est Firefox. Moi, je trouve pas que ce soit un très bon film, mais plastiquement parlant, c'est irréprochable. Hein, oui, voilà. Esthétiquement parlant, je trouve qu'il y a un vrai travail sur le contraste, sur la lumière, pour nous mettre dans une ambiance particulière, quoi. Il arrive vraiment à construire une atmosphère, mais encore une fois, c'est surtout le scénario qui pêche un peu, je trouve, par rapport au développement du personnage et à l'intérêt qu'on peut avoir à suivre cette histoire. Mais malgré tout, comme on a dit, voilà, très gros budget, et puis le film va rapporter 46 millions de dollars. Donc finalement, c'est plutôt un bon petit succès, hein, pour Clint Eastwood. Mais c'est pas le film le mieux aimé. C'est-à-dire que je sais pas si à l'époque il a de super bonnes critiques. Non, j'ai pas l'impression quand même. Hein. Non, c'est un de ses films les moins bien appréciés, et ça se voit direct quand tu regardes, tu sais, IMDb. C'est un film qui est assez mal noté, hein. C'est pas du tout un film que les spectateurs ont beaucoup apprécié. Mais bon, ça vient sûrement du fait que l'histoire, enfin pas l'histoire, mais le développement du personnage n'est pas très intéressant. On a un personnage un peu robotique, quoi. Un peu déshumanisé, voilà, c'est un agent secret, froid, qui exécute sa mission. On sait pas grand-chose sur lui. Alors on pourrait se dire oui, mais comme ces autres personnages, comme dans les westerns, où on ne sait finalement rien de particulier sur eux, et pourtant ça marche, ça fonctionne. Mais sauf que il n'y a pas toute cette dimension, comment te dire, presque fantastique, ou de héros solitaires, plus grand que nature, quoi, tu vois, qui fait presque fantasmer dans les westerns. Là, c'est un agent secret, voilà, oui, charismatique, si tu veux, de par la carrure du gars, mais rien de transcendant en termes de traitement de personnage. Ouais, ça lui va. En fait, en termes d'homme sans nom, finalement, ouais. Ça lui va moins bien que quand il est dans l'univers du western à l'ancienne, tu sais, avec son rapport avec les femmes, son rapport avec les hommes, etc. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans Firefox. Ouais, et puis même au niveau des dialogues, tu vois, on retrouve pas les fameuses punchlines qui font un petit peu le sel de tous ces films-là qu'on adore, quoi. Il n'y a pas de punchline super marquante et tout ça pour justement appuyer un peu plus la caractérisation du personnage. Donc voilà, Firefox, l'arme absolue, mais par contre, si vous voulez voir des super séquences dans les airs, les 20 dernières minutes du film sont assez impressionnantes et extrêmement bien faites pour l'époque. Et donc, la même année, en 82, il sort un autre film, un film beaucoup plus intimiste, j'ai envie de dire, avec Honky Tonk Man. Ah oui, qu'est-ce que c'est que ce film ? Ah là, pour le coup, Honky Tonk Man, c'est vraiment, là, il revient à quelque chose de très très simple. C'est peut-être même, j'ai envie de te dire, le film le plus simple. Alors pas le plus simple en termes de scénario et en termes de thématique, mais modeste en fait. Ouais, mais genre super modeste, quoi. Peut-être même encore plus modeste que son premier film, quoi. Oui, parce que Formy. Absolument, parce que le budget il est que de 2 millions de dollars. Ouais. Donc c'est, je crois, le plus petit budget de tous les films de Clint Eastwood. Voilà. Honky Tonk Man. Et tu te poses la question, tu te dis, c'est marrant qu'il soit revenu à ça, quelque chose de très simple, cette histoire, ce road movie là, on va nous embarquer dans les campagnes américaines de cette histoire d'un homme atteint de la tuberculose et qui est en fait un chanteur de country, qui est un peu genre en mode fin de vie et tout ça, et qui va emmener son fils et tout ça sur les routes. C'est un film improbable qui n'a pas marché, évidemment, puisqu'il aura rapporté, enfin qui n'a pas marché.
il Non, a il a pas cartonné, il a il- fait 4 millions de bon, dollars. Quoi. Voilà, il a Bon, fait 4 millions de dollars, donc c'est que dalle. Il est Bon, rentré dans ses frais. il est rentré dans ses frais, quoi, à peine. Donc, si tu veux, là, voilà, on voit bien que ce genre de sujet, quand il le traite de cette façon-là, ça passionne pas les foules. Surtout qu'on est dans les années 80. Tu parlais tout à l'heure de nostalgie, de l'ancien temps. Là, on est quand même au début des années 80. Ça y est, c'est parti. On rentre dans cette décennie des années fric, des années complètement décomplexées, avec aussi beaucoup de fantastique, avec beaucoup de thématiques comme ça. Et lui, il débarque avec son histoire de mec en fin de vie où c'est pas très Glamour. ouais, c'est pas très glamour parce que dans les films des années 80, on gagne à la fin, il y a des héros, il y a des machins. Là, lui, il va te faire l'anti-héros de base et bon, c'est pas très engageant en fait. Mais c'est un film tellement touchant, tellement fort émotionnellement que ça fait aussi partie pour moi des références Ah oui, chez Clint. ouais, quand ouais. même. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Moi, ça fait partie de ces films les plus émouvants, qui m'ont le plus touché. En plus, pour jouer son fils, il va vraiment prendre son véritable fils, Kyle Eastwood, qui joue très très bien d'ailleurs, son fils. Hein. Bah, il jouait mieux que maintenant en fait, parce qu'on l'a vu Kyle Eastwood dans des films. Ah oui. Je sais plus dans quel film, hein, mais il joue pas, c'est pas super. Ouais. Et là, il était bien, là, marrant petit, il était bien, je trouve. Bah, parce qu'il était dirigé par son père. peut-être, Exactement. hein. C'est peut-être pour ça. Mais ouais, c'est un film très touchant et encore une fois, il filme l'Amérique profonde, il filme l'Americana. En fait, Clint Eastwood, on pourrait presque dire que c'est le John Steinbeck du cinéma, quoi. Les raisins de la colère, à l'est d'Éden, voilà toutes ces histoires qui se passent, oui, dans l'Amérique profonde, avec un regard très tendre là-dessus. Et c'est ça qui est hyper touchant. Ouais, peut-être avec la révolte sociale en moins chez Eastwood. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, mais je vois ce que tu veux dire, quoi. C'est exactement. Oui, c'est moins politique. C'est voilà, c'est moins voilà le tract politique et tout ça. Moi, j'adore, hein, mais je veux dire, c'est pas. Mais c'est vrai qu'il y a cette volonté de se rapprocher de cette Amérique-là, quoi. Qui pour lui peut-être. Tu sens qu'il aime cette Amérique. Oui, qui lui paraît être quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique. Et puis c'est un film en fait dont on va se souvenir plus tard, enfin dont on va parler bien plus tard. On n'en parle pas à l'époque parce que je te dis 82 quoi. 82, quelle chance il a, Honky Tonk Man, de se faire remarquer parmi tous les blockbusters qui sont sortis cette année, même Blade Runner qui a bidé, hein. Je veux dire, entre E.T., Blade Runner, Rocky 3, enfin tous les trucs qui sont sortis à cette époque-là, t'as un Honky Tonk Man qui déboule, c'est quand même compliqué, quoi. Alors peut-être parce que Honky Tonk Man a fait un bid, Clint Eastwood a voulu revenir à la saga de l'inspecteur Harry en réalisant lui-même pour la première fois un inspecteur Harry, donc dans le 4e volet qui s'appelle Sudden Impact. Mais attention, Sudden Impact, en fait, au départ, c'était pas du tout prévu pour être un Dirty Harry. C'était un film qui était destiné à sa femme, à Sandra Locke. Et en fait, Clint Eastwood a beaucoup aimé le script et a demandé à le réécrire pour l'intégrer dans la saga de l'inspecteur Harry, en fait, et que ça devienne un nouveau volet de la saga. Et donc c'est devenu Sudden Impact. Et là, est-ce qu'on n'a pas dans la saga le film le plus sombre? Alors déjà, on a pour moi, en tout cas de mon point de vue, on a le meilleur Dirty Harry après le premier. Même, après le premier. Mais je le mets même sur un pied d'égalité pour diverses raisons. Mais on a, oui, un des épisodes les plus sombres. Parce que ça va quand même parler d'un traumatisme justement du personnage de Sandra Locke qui va exécuter les victimes mâles, justement, puisqu'elle est tout le temps victime comment dire, elle a été victime d'un viol, elle a été victime d'un viol. Ouais. Et donc ça va être super sombre, ça va être filmé beaucoup dans la pénombre, et ça va d'ailleurs reflirter un petit peu avec le thriller Hitchcockien à un certain moment. Je trouve ça donne impact. Il y a un côté un petit peu film à la Hitchcock sur certaines scènes, pas tout, hein, évidemment. Et alors, c'est vraiment là, pour moi, l'apogée du personnage de Dirty Harry. Il en fait véritablement une figure. Je sais pas, j'ai envie de te dire presque christique, allons-y carrément. À la fin, tu sais, quand tu le vois un peu en contre-jour, oui. avec le flingue comme ça, et alors la musique derrière qui déboule. Enfin, je veux dire, là, on est vraiment dans le mythe de l'ange exterminateur, sans pitié, peut-être encore plus réac qu'avant même. Il enfonce le clou là. Ouais, cette séquence, elle est chamée. Non mais c'est vrai, hein, cette séquence où il débarque là à côté de l'espèce de fête foraine là, voilà. où comme tu dis, il est filmé en contre-jour, où on voit juste sa silhouette qui se dessine comme ça dans le cadre.
ça c'est une iconisation. Non mais là il arrive vraiment à iconiser son personnage, à le sublimer comme jamais on l'avait vu dans toute la saga Inspector Harry, je trouve. Bah voilà, par rapport à un troisième opus, si tu veux, The Enforcer, qui arrive, je sais plus, fin des années 70, je crois, Ouais. et qui n'était pas réalisé par lui, qui pour moi finalement est bien, mais pour moi c'est quand même un film qui fait un peu, si tu veux, épisode de série télé, mais à rallonge. C'est-à-dire, pour moi, c'est un épisode d'une enquête pendant 1h20, 1h30, voilà, d'une série que tu pourrais regarder, etc. La force de Sudden Impact, c'est que là, il en fait véritablement un vrai film avec la mythologie de Dirty Harry. Il en fait vraiment un truc avec un intérêt de dingue, avec justement aussi... C'est un film hyper féministe, Sudden Impact. C'est ce que j'allais te dire, ouais. Bah, c'est incroyable. C'est justement, les journalistes, du coup, ont retourné leur veste à ce moment-là, beaucoup, et ont déclaré que là, pour le coup, Clint Eastwood avait réalisé un film féministe, parce que... bon, c'est pas grave, on peut spoiler. Oui, on va spoiler un peu le film. On film. va spoiler, puisque finalement, à la fin du film, l'inspecteur Harry fait en sorte que le personnage de Sandra Locke ne soit pas inquiété par la police. Alors qu'il a quand même buté... oui, 5 ou 6 mecs, voilà. Mais quelque part... Bah, il donne la part belle. Enfin, avec cet inspecteur Harry, il trouve un alter ego féminin dans le comment te dire, dans le rôle de l'ange exterminateur. Alors, il y a aussi quelque chose de peut-être contestable, c'est-à-dire que dans Sudden Impact, ça va tellement loin, c'est tellement un extrême ce film, c'est que bah, quelque part, faites-vous justice vous-même, quoi. Tu vois. Alors ça va peut-être pas forcément plaire. Voilà, à une certaine partie, à une certaine partie de la bien-pensance. Mais si tu veux, le truc, c'est que oui, il y a aucune dans Sudden Impact. C'est un film sans concession, quoi. Mais alors à tous les niveaux, hein, que ce soit sur le féminisme, que ce soit sur comment rétablir la justice, comment, c'est vraiment waouh. Il va loin, quoi, avec Sudden Impact, hein, je trouve. On reprend évidemment toujours dans Sudden Impact, on reprend les figures très extrêmes de Dirty Harry, notamment la scène du café où Loretta ne lui verse pas du café, etc. comme d'habitude. Il y a d'ailleurs, c'est dans ce film-là qu'il y a la fameuse réplique Smith et non, il dit Smith. ouais, nous allons t'arrêter ou je sais pas quoi, et l'autre il dit qui c'est nous? Smith, Wesson et moi. Voilà. Boum. Voilà, et c'est peut-être le meilleur Make My Day de toute la saga, c'est-à-dire que là vraiment Eastwood comprend voilà, toute la figure archi kiffante en fait du personnage. Fais-moi plaisir, Make My Day, etc. La façon dont il le filme en gros plan, c'est vraiment juste hyper jouissif. C'est ça que t'attends de l'inspecteur Harry, quoi. Et encore une fois, il va montrer dans ce film que la police, une partie de la police, a mis sous silence ce viol quelque part, et que finalement, encore une fois, il justifie la vengeance solitaire, la justice solitaire, quoi, à travers ce personnage de... Exactement. Ah oui, là c'est encore plus un film, même si ça reste, oui, un film féministe, avec des valeurs évidemment hyper progressistes, mais en même temps, il y a toujours ce côté, voilà, un peu réac, tu vois, qui ressort vraiment encore plus dans Sudden Impact, quoi. Il peut pas s'en dépêtrer. Hein. Il peut pas s'en dépêtrer, mais vraiment, on vous le recommande parce que c'est un film tellement bien réalisé, quoi. Ah non, mais vraiment, c'est le meilleur. Pour moi, c'est un des meilleurs. C'est le meilleur, ouais. Pour moi, c'est vraiment le meilleur, quoi. Hein. Avec le premier, parce que voilà, le premier, t'as vraiment l'introduction du personnage, tu fais connaissance avec Dirty Harry et tu vois un petit peu ses méthodes hyper dures. Mais je trouve que là, dans le même si Magnum Force est incroyable aussi quand même, mais moins bien rythmé, quoi. Voilà. Alors que ça donne Impact. Droit au but. Et attends, je finis là-dessus. On a quand même les meilleures répliques dans l'ascenseur quand il sort du tribunal. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qu'on étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait aux merdes de genre. On peut l'écraser soigneusement avec une pelle. Ou on peut l'écraser. Alors un bon conseil, choisis bien le moment où il chiera. Réplique qu'on entendait dans La haine de Mathieu Kassovitz quand Vincent Cassel allait au cinéma. Écoute-moi bien, pouilleux. Écoute-moi bien, pouilleux. Et donc, on va terminer cette première vidéo rétrospective sur Clint Eastwood sur ce film-là, sorti en 1985. Un troisième western, hein, si je ne me trompe pas, avec Pell Rider, qui est excellentissime. Et donc, d'ailleurs, c'est drôle parce que finalement, dans Pell Rider, il va reprendre un petit peu la même figure
un peu presque mystique de son personnage de l'homme des hautes plaines, avec ce héros solitaire qui vient de nulle part, voilà, qui vient des vallées perdues. D'ailleurs, c'est Il y a drôle parce presque un élément fantastique, hein, j'ai l'impression dans Pell Rider. À chaque fois que je l'ai vu, moi j'ai eu cette sensation-là en fait. ah non, mais totalement. Il y a un aspect. Déjà, le personnage, c'est un pasteur. Donc, il y a tout un délire là-dessus sur les cavaliers de l'Apocalypse. Puisque parmi les cavaliers de l'Apocalypse, il y en avait un qui montait sur un cheval pâle, et Pell Rider, voilà, ça évoque ça. Et donc, c'est un film aussi qui s'inspire beaucoup du film Shane, sorti en 53, le western Shane, qui s'appelle L'homme des vallées perdues, puisque pareil, encore une fois, c'est un héros solitaire qui vient un petit peu de nulle part et qui va rétablir justice dans une ville et qui va être admiré par un enfant, sauf que là, dans le film de Eastwood, le petit garçon est remplacé par une jeune fille qui va l'admirer, qui va même Tomber amoureuse de lui. Alors là, c'est oh là là. Et d'ailleurs, j'adore ces séquences. Moi, je suis fan de ces séquences. Un petit peu. Non, mais alors c'est très bizarre, c'est très étrange. Mais moi, quand je le regardais, quand j'étais môme, j'étais pas trop choqué. Et en fait, c'est vrai qu'en le revoyant, je me dis ah ouais, quand même quoi. Il y a tout un délire. Parce que quand même, Eastwood à cette époque-là, en 80, il a. Il a 40. Il a 50. Non, là, il a 55 ans là. Il a 55 ans quoi. Hein. Mais alors, les décors. Je veux dire, la production design, elle est fabuleuse, quoi. Il y a vraiment, t'as des plans, mais juste extraordinaires. Enfin, tu sens qu'il y a. Pourtant, c'est pas un budget colossal, si tu veux. Il n'y a pas encore des millions. Alors, il y a 7 millions de dollars. Ouais. Bon. Non, mais donc, c'est pas du tout colossal. Hein. Non, mais d'ailleurs, c'est ça qui est étrange des fois entre les films. Hein. C'est qu'il y a des films qui ont des budgets incroyables. Et tu vois pas trop où est allé l'argent. Et alors que Pell Rider, là où tu pourrais penser que ça, je sais pas, ça pourrait coûter plutôt 20 millions de dollars, comme tu dis, parce que la production design, elle est vachement bien, il a coûté que 7 millions. Et voilà, alors peut-être il ambitionnait pas de faire un carton avec Pell Rider, mais en tout cas, il a quand même rapporté 41 millions de dollars. Donc c'est un vrai succès au box-office, Pell Rider, un très très bon western, qui a été très apprécié. Et donc, voilà... On pourrait même presque dire que si, par exemple, Breezy, c'est comme un espèce de... Alors, c'est un peu exagéré ce que je vais dire, parce que c'est un peu dévalorisé le film, mais pas vraiment. Breezy, c'est comme un espèce de brouillon sur la route de Madison. Mais quand je dis brouillon, c'est vraiment pas péjoratif. Ça veut dire c'est comme un espèce de galop d'essai par rapport à ce qu'il va développer plus tard. Pell Rider, pour moi, c'est un peu l'ancêtre, enfin la première prise avec Impitoyable, ce qui fera en 91, si je me trompe pas de date, 91 ou 92, ou 93 même. Bon bref, je reviens. Non, 92, je crois. 92, Impitoyable. Ouais. Pour moi, Pell Rider, ça a autant de force, quasiment presque, qu'un Impitoyable, même si Impitoyable va aller plus loin. Mais vraiment, Pell Rider, ça me rappelle ça, quoi. C'est-à-dire que le mec fait ça en 85 et on n'est plus dans les westerns à Sergio Leone, on n'est plus du tout là-dedans. On est dans un autre type de western, en fait. On est dans un autre délire, là. Je sais pas comment te dire, on est vraiment... c'est le western crépusculaire. Crépusculaire, et puis, je sais pas, tu sens qu'il... Ouais, on se doute pas que ça va apporter Impitoyable, mais c'est un peu, je trouve, son ancêtre. Enfin, j'ai toujours vu comme ça, en fait, Pell Rider. À la fin du film, on sent qu'il veut renouer aussi avec vraiment les codes du western à la Sergio Leone, parce qu'il y a une scène de duel qui fait énormément penser à la trilogie du dollar, ça c'est clair. Mais avec en plus cet aspect, comme on a dit, crépusculaire, quoi, cet aspect noir, sombre. Il y apporte vraiment quelque chose de nouveau, je trouve. On n'est pas dans la répétition des westerns qu'on a déjà vu avec lui. Je trouve qu'on est vraiment. Et puis il y a cette figure du pasteur et tout ça, qui est pas, je sais pas. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un peu quelque chose d'inédit en fait. Il va aller plus loin dans l'inédit avec Impitoyable parce que la façon dont il traite le western, ou là où t'as vraiment le western crépusculaire qui est là. Mais Pell Rider, il amorce quelque chose. Il amorce une volonté à son âge de revenir avec le western, mais de façon radicalement différente, quoi. C'est ça que j'aime en fait dans Pell Rider, quoi. Ça détonne avec tout ce qui s'est fait avant, et notamment même avec les westerns ancienne génération, les John Ford, les John Wayne, etc. Ce qu'on peut dire par rapport à l'ambiguïté du personnage qui donne au film un aspect fantastique, c'est qu'on ne connaît pas effectivement les origines de ce personnage, on ne sait pas d'où il vient, mais comme dans beaucoup d'autres westerns. Mais là, il y a un aspect presque spectral, en fait. C'est ça. En fait, parce que d'où la dimension fantastique. D'où la dimension fantastique, comme un fantôme qui serait venu sur Terre pour rétablir justice. Et c'est amené aussi par la toute dernière scène du film, dans le dernier duel, où tu as l'un des personnages, là, pas le shérif, mais je sais plus, un personnage avec qui il s'affronte et qui le reconnaît en fait.
et qui pensait, il pensait que que Clint Eastwood était mort. Et en fait, tu dis mais quoi, vous? Tu vois, mais en fait, il en dit pas plus. Il laisse planer comme ça un petit peu cette ambiguïté, et c'est ça que j'adore dans Pale Rider, c'est que ça laisse un peu une fin ouverte, une porte ouverte à l'interprétation sur la véritable nature du personnage, quoi. Et c'est ça qui en fait un film tout à fait fascinant. Voilà, et à la porte du fantastique, quoi. À la porte du fantastique. Donc voilà, on est arrivé au bout de cette première partie consacrée à Clint Eastwood. Voilà, j'espère que ça vous plaît, ça vous a plu. On revient donc dans la deuxième partie très bientôt, où on abordera donc 1985 jusqu'au début des années 2000. Voilà, on couvrira toute cette période dans la deuxième partie. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. N'hésitez pas à partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux de l'internet. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne de Tom, Dirty Tommy, la chaîne YouTube. Et j'ai envie de vous dire à très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao. Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, c'est drôle. J'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la Croix-Rouge.